Et nous allons démarrer avec la CEREMA, Monsieur Didier Soulage, chargé de mission climat, responsable secteur d'activité énergie renouvelable, qui va nous présenter et comment mettre en œuvre une ville adaptable et à impact réduit pour le climat. Oui, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez remarqué, contrairement à ce qui est inscrit dans le programme, je ne suis pas Pascal Berthaud. Donc, je dois l'excuser. Hein, il est à l'étranger en ce moment. Donc, il est en Espagne. C'était un peu pour le travail, bien sûr. Il n'est pas en vacances. Donc, c'était un peu compliqué pour lui d'intervenir là en direct. Donc, il m'a demandé de le représenter, ce qui m'honore énormément. Alors, normalement, je dois avoir un petit accessoire. Donc, je vais essayer de vous raconter faire un petit cheminement ensemble sur ces questions d'adaptation et d'atténuation. Donc, j'étais quand même en photo, voilà, ça y est, ça marche. Donc, le titre, c'est déjà tout un programme en soi. Hein, comment mettre en œuvre une ville adaptable à impact réduit pour le climat. Donc, on est clairement sur, l'articulation entre les différents aspects qui sont bien connus aujourd'hui de l'atténuation, de l'adaptation, des usages, etc., de beaucoup de choses. Donc déjà, ce que je voulais partager avec vous, le premier constat par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui, c'est aujourd'hui, nous sommes à 1,2 degré d'augmentation de température à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, voilà ce que nous constatons en échantillon. Hein. Donc les canicules, donc, chiffre 2022 de l'INSERM, 61 000 morts en Europe. Okay. Pardonnez-moi de plomber un peu l'ambiance. Ça, c'est que 1,2. Hein. Donc j'en dirai pas plus sur la question des canicules. Deuxième exemple, c'est celui des mouvements de terrain. Donc là, on est face à la fonte du pergélisol en français dans les Alpes, qui déstabilise les massifs, qui fait fondre des glaciers avec l'apparition de lacs subglaciaires qui sont eux-mêmes, qui peuvent être extrêmement dangereux. C'est la question du retrait-gonflement des argiles, 2,9 milliards d'euros pour les assurances en 2022. 4000 communes en arrêté de catastrophes naturelles en France, c'est du jamais vu, pour la fissuration des maisons liées aux modifications de l'humidité des sols, et la rétractation, etc. Troisième élément, donc les sécheresses avec les baisses des rendements agricoles. Donc là, on est toujours sur 2022, ce n'est pas une mauvaise année. Hein. Pour 2022, elle est présentée comme le GIEC comme étant une année standard d'ici 2050. Quoi, hein. Donc voilà. Donc on a perdu 10 à 30% de rendement agricole cette année-là. Donc c'est quand même plutôt très significatif. Autre exemple, la ressource en eau, Mayotte, département français, totalement sidérant ce qui est en train de se passer à Mayotte. On met en place des tours d'eau. Vous imaginez qu'on ait ça dans la France hexagonale? Oui, ça va peut-être arriver vraisemblablement un jour. 48 heures sans eau au robinet, 18 heures ensuite avec de l'eau non potable au robinet, voilà, dans un département français. Vous allez me dire quel rapport avec le changement climatique? Le rapport avec le changement climatique, c'est que Mayotte a connu 25% de précipitations en moins cette année par rapport aux années ordinaires. Autre exemple tout à fait effroyable, les inondations survenues à Derna en Libye et qui avaient commencé en Grèce avant de traverser la Méditerranée. L'Institut qui attribue au changement climatique les événements extrêmes a clairement conclu que cet événement-là, ce qui s'est passé à Derna, est devenu 50 fois plus probable aujourd'hui que ce qu'il était avant l'ère industrielle. 50 fois plus probable, c'est juste énorme, et c'est directement lié à la hausse de la température de la Méditerranée qui a apporté un surplus d'énergie absolument colossal. Dernier exemple, les incendies, 72 000 hectares brûlés en 2022 en France, avec, alors certains disent ouais mais la forêt ça a toujours brûlé, etc. Bon, 72 000 hectares c'est beaucoup. Pour la première fois de notre vie de sécurité civile, on a dû faire appel à des renforts à l'étranger. Et nouveauté aussi, ces incendies se rapprochent des zones habitées. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est 1,2. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça? Rassurez-vous, je termine sur une note extrêmement optimiste. Globalement, atténuation et adaptation, vous le voyez sur cette diapo, les deux, c'est d'une part gérer l'inévitable,
c'est l'adaptation, puisque aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe à 1,2. Vous imaginez, l'accord de Paris, c'est tout faire pour ne pas dépasser 1,5 et, dans la mesure du possible, rester en dessous de 2 degrés. Donc ça fait encore, rester en dessous de 2 degrés, ça fait encore 0,8 degrés de plus que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc vous imaginez à quoi ça peut correspondre. Et puis éviter l'ingérable. On sait qu'au-delà d'un certain seuil, notamment les 2 degrés de l'accord de Paris, ils ne sont pas venus comme ça ex nihilo. Ils sont venus du fait que les scientifiques nous disent qu'au-delà de 2 degrés, on a déjà une diminution de nos moyens disponibles pour s'adapter. Je vais en prendre un, l'exemple le plus typique, c'est les solutions fondées sur la nature. S'il n'y a plus assez d'eau, s'il y a trop de canicules, de sécheresse qui grillent tout ça, les petites plantules qui stabilisent les dunes, par exemple, en bord de mer, ça ne va plus marcher. Donc, voilà, je résume ce que nous dit en gros la science. Donc, ensuite, on a des digues ou des dispositifs de ce type-là qui risquent de s'avérer insuffisants, qui vont être submergés, etc. Donc, au-delà de 2 degrés, on rentre dans une certaine forme d'inconnu. Ce que je voulais dire qui est intéressant ici pour bien comprendre, Christophe Béchu a retenu comme un des 2 scénarios pour élaborer le plan national d'adaptation au changement climatique numéro 3, la trajectoire jaune, je ne sais pas si ça se voit bien, qui est la trajectoire intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le scénario +4. C'est +4 en France, et Sèvres, si vous voyez sur le schéma, c'est plus de 7 ou de 8 au niveau mondial, parce qu'il se trouve qu'en France, on se réchauffe un petit peu plus vite, parce qu'on a toujours eu beaucoup de choses dans la vie, que la moyenne mondiale. Donc ce scénario jaune, c'est celui qui est considéré qu'aujourd'hui comme un scénario probable. Les 2 scénarios en bleu, émissions basses et très basses, ce sont les scénarios de l'accord de Paris. Voilà. Donc, pour vous dire où nous en sommes aujourd'hui, alors pourquoi les 2 se donnent tellement la main? D'une part, donc la première raison, je l'ai dit, si la température monte vraiment trop, on perd beaucoup et de plus en plus de solutions pour s'adapter qui vont s'avérer inopérantes. Deuxième raison, nous devons décarboner notre économie, notre société, etc. Arriver moins 55% d'ici 2030, dans 7 ans. Okay, dans 7 ans. Il faut qu'on ait bien tous cette perspective en tête. C'est juste colossal, gigantesque. Et puis, arriver à la neutralité carbone d'ici 25 ans, en 2050, à l'échelle mondiale. Donc, pour arriver à faire ça, c'est une transformation gigantesque de nos territoires, de nos modes de faire, de nos modes d'aménager, etc., à laquelle, excusez-moi d'être un peu emphatique, mais jamais l'humanité n'a été confrontée à un tel défi. Vous allez dire, oh, mais si, il y a eu l'invention de l'agriculture, la sédentarisation, etc., mais ça s'est fait sur des milliers d'années. Là, je vous parle de 2030, c'est dans 7 ans. C'est même dans 6 ans maintenant, presque. Donc, vous voyez la durée à laquelle nous devons transformer nos sociétés, avec en plus 8 milliards d'humains sur la planète, c'est extrêmement exigeant. Donc, pour réussir à conduire cette transformation, nous sommes inévitablement conduits à nous adapter pour limiter les effets du changement climatique, à devenir résilients. Si nous sommes dans des pays où les rendements agricoles baissent, il y a des statistiques sur la baisse de rendement de BTP aussi. Quand il fait trop chaud, on arrête de bosser, on ne peut plus faire les chantiers. Donc 4%, je crois, je ne sais plus quelle année, etc. 4% de je ne sais pas combien de milliards de chiffre d'affaires du BTP en France, waouh, ça commence à faire des sous, comparé aux 66 milliards de Pisani-Ferry qui étaient cités tout à l'heure. Voilà, on peut mettre dans la balance plein de choses intéressantes. Donc voilà, globalement, rendons-nous résilients pour avoir les moyens de nous transformer et d'atteindre l'objectif de neutralité carbone. Alors, pour aller un petit peu plus vite, donc entre atténuation et adaptation, on a ces grandes synergies. Et puis, on a de façon plus locale, dans les solutions à mettre en œuvre, des synergies assez immédiates. Je crois que la plus évidente, c'est la végétalisation. Donc, on aura un petit exemple là, dans 2 minutes. On sait que la végétalisation, ça limite la surchauffe urbaine, ça stocke du carbone, et puis théoriquement, si je m'y prends bien, ça évite d'installer des climatiseurs.
Un autre exemple, la désimperméabilisation des sols. Les sols, c'est vraiment un sujet qui revient très 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 fort, hein. Donc ça permet... là, c'est un peu petit pour moi, là, de loin, là. Donc je vais prendre mon petit papier. La désimperméabilisation des sols, on a des environnements qui permettent de stocker les précipitations, qui permettent aussi, du coup, de diminuer les effets de surchauffe et qui limitent donc les besoins de refroidissement. D'accord ? Autre exemple de synergie, alors les transports publics. Si prendre sa voiture individuelle, ça reste climatisé, bien sûr, hein, ça reste la meilleure solution pour se déplacer en période de canicule, on n'aura rien gagné. Donc il faut que les transports publics, il faut que attendre pendant un quart d'heure un bus quand il fait 40 degrés, ce ne soit pas quelque chose d'insurmontable. Il faut que donc les stations soient adaptées, il faut que les transports eux-mêmes soient adaptés. Combien de fois avons-nous connu des transports où la climatisation était en rade, y compris à la SNCF, pardonnez-moi madame, parce que tout simplement la température extérieure est trop élevée par rapport au dimensionnement des systèmes, etc., etc. Ce qui fait qu'on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On va aller vers prendre la voiture individuelle au lieu du transport collectif. Donc là, on a des synergies entre l'intermodalité et l'adaptation au changement climatique et donc de fait aussi l'atténuation. Les bâtiments, ça c'est un exemple qui va bien. Si je pense au confort thermique d'été en même temps que je fais l'isolation pour le chauffage, il faut y penser quand même, ce n'est pas automatique, hein, ce n'est pas complètement automatique, mais globalement ça va quand même à peu près dans le même sens. J'ai moins besoin de climatiser, j'ai moins besoin de chauffer, j'ai tout gagné. Et puis alors, voilà, on parlait tout à l'heure là, de questions d'usage des sols, des terres, des tènements, etc. On voit très bien ici que une conception où je mets dans la balance différents types d'usage des sols est une conception qui permet de faire de la synergie entre l'adaptation et l'atténuation. Et dernier exemple que je voudrais citer, qui est celui du rapport Dantécroux, qui était particulièrement intéressant. Dantécroux nous disait, c'est des sénateurs, hein, excusez-moi, hein, que globalement, quand je fais de l'atténuation, c'est pénible pour tout le monde. Hein, il faut laisser tomber sa voiture diesel, tout ça, ça coûte cher, il faut isoler sa maison, et puis globalement, on nous dit, oui, mais la France, c'est que 1%, donc pas bon, cette fois, bon, tout ce qu'on connaît très bien. L'adaptation, par exemple, si je prends l'exemple des cours d'école, qui est vraiment tout à fait emblématique, j'ai des travaux qui sont faits rapidement dans la végétalisation des cours d'école, qui ont des effets immédiats sur le rafraîchissement, la baisse des températures, qui en plus ont un effet pédagogique, etc., parce que je suis dans un milieu scolaire, patati patata, et donc en faisant comprendre, en tirant par l'adaptation qui a des effets immédiats, je peux tirer aussi l'atténuation qui a des effets un peu plus lointains et un peu plus théoriques. Par contre, on a aussi des faux pas qui peuvent être nombreux, donc j'ai quand même cité tout à l'heure la clim évidemment. On a les digues quand même aussi, c'est un sujet assez sensible. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous parle, hein. On peut dire ouais, je vais faire une digue, c'est sympa. Simplement la digue, ça peut donner la fausse impression que je suis protégé, donc ça peut donner envie d'aménager derrière la digue, mais on sait très bien que le climat va continuer à changer, que la mer va continuer à monter, etc., etc. Et donc quelque part, n'est-ce pas, différer le problème pour ne pas le régler une bonne fois pour toutes en ayant par exemple fait ce qu'on appelle le recul stratégique. Donc vous voyez qu'on peut mettre dans la balance. Et puis une digue aussi souvent, c'est quand même des matériaux lourds, du béton, des machins, tout ça. Donc c'est un bilan carbone qui est pas terrible. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de digue, je suis en train de dire qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait quand on fait des digues. Une mauvaise affectation, j'y reviens, de l'usage du sol, ça peut contribuer à augmenter à la fois les émissions de gaz à effet de serre, si je mets des zones d'habitat loin des zones d'emploi ou loin des zones de service, ou ça peut contribuer aussi à de la maladaptation, si par exemple, ZAN, si j'imperméabilise des sols.
Allez, dernier exemple que je voudrais citer, parce que quand même, c'est un exemple sur lequel il est extrêmement difficile de se faire une opinion, l'exemple des bassines, par exemple. Donc, faut-il stocker l'eau ou ne faut-il pas la stocker? On voit que ce sont des sujets très sensibles. Et puis celui des SUV, très clairement dans les sujets de mal-atténuation. Si on remplaçait toutes les voitures thermiques aujourd'hui par les gros SUV électriques qu'on nous vend à longueur de journée à la télé et sur les réseaux sociaux, etc., ça ne tient pas. Ça ne tient pas, nous n'avons pas les ressources nécessaires sur la Terre aujourd'hui pour faire un modèle comme celui-là. Donc, pour terminer sur ces sujets, l'essentiel des solutions, elles existent. Souvent, d'ailleurs, c'est du bon sens. On a besoin quand même un peu d'innovation, de recherche, d'expérimentation, parce qu'on n'a pas non plus 100% des solutions. On recherche par exemple des matériaux poreux à fort albédo pour mettre en ville. Qui c'est qui fait des recherches là-dessus? C'est Paris, je crois. Bon, voilà, enfin, c'est une ville en tout cas. On a besoin de matériaux plutôt blancs qui résistent aux salissures. On a besoin de ça, etc. Mais globalement, l'ensemble, 80% des solutions, on les connaît. Et simplement, on voit bien, vous avez vu les exemples abominablement compliqués que je viens de citer. Là, on a besoin de méthodes pour agir et pour mettre les choses en œuvre. Et donc, voilà. Alors, vous avez par exemple la nature en ville. Le meilleur exemple, donc, on a un outil qui s'appelle Sésame, qui permet d'intégrer l'arbre dans les projets urbains. Le slogan de Sésame, c'est planter sans se planter. Alors, et vous voyez comment on évolue. Il y a 3 ans, moi, j'ai été amené à dire mettre de la végétation en ville, ce sera toujours une bonne idée, et ce sera toujours bon. Parce qu'on en était là. Maintenant, je pense que tout le monde a bien intégré cette idée-là. Et maintenant, on sait qu'on peut faire des erreurs coûteuses, qu'on ne peut pas se permettre d'ailleurs, parce que autant on doit atténuer vite, autant on doit s'adapter vite aussi. Donc, on n'a pas le temps de se dire, tiens, je vais tester pendant 10 ans. Ah bon, tout est mort, c'est pas grave, je vais recommencer la décennie suivante, etc. On n'a plus le temps de ça. Donc, d'où l'utilité aussi de capitaliser tous ensemble de toutes les expériences qui sont faites, et donc d'avoir des outils un peu comme Sésame qui permettent de prendre en compte l'ensemble des caractéristiques de l'environnement urbain pour sélectionner des espèces d'arbres qui sont censées survivre à tout ça. Et vous voyez, quand on dit les solutions existent, mais il faut agir avec méthode. Par exemple, on a fait un accompagnement à Libourne. Donc, je ne vais pas vous détailler, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas plus méthodique, je dirais, dans cet exemple-là, comme approche. Alors, ces approches sont toutes plus ou moins, quand je dis la méthode, il est vachement théorique, etc. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les approches basées sur la résilience, donc là on a une boussole de la résilience, sont des approches qui en général donnent des bons résultats. Ce sont des approches qui prennent à la fois en compte la gouvernance, qui prennent en compte la connaissance, la participation, qui prennent en compte la projection, la prospective, etc. et qui permettent la construction de scénarios. Et puis vous avez de la connaissance qui est mise à disposition aussi via d'excellents centres de ressources. Et puis pour terminer quand même, le renouveau de la planification. Alors pareil, vous voyez comme les choses changent vite. Il y a 3 ans, on disait végétaliser, vous ne ferez jamais d'erreur. Aujourd'hui, on dit faites attention. Il y a 4 ans, on disait la planif, les SCOT, les PLU, il y en a marre. Maintenant, il faut être dans l'action, tout ça, voilà. Je ne sais pas si certains reconnaissent des discours. Et puis là, voilà que tout d'un coup, secrétariat général à la planification écologique, une première ministre chargée de la planification écologique. Donc, et ce renouveau de la planification n'est pas lié qu'au fait qu'on a un gouvernement qui a introduit le mot planification dans des intitulés de haut niveau. C'est simplement que quand on met en face les enjeux qui sont les nôtres dans les délais qui sont les nôtres, il n'y a pas d'autre solution que de planifier tout ça.
Sinon, on ne va jamais y arriver. On ne peut pas y aller à la petite semaine en disant je vais planter un truc par là, je vais faire une digue par ici, je vais mettre des panneaux solaires là-haut, et puis je vais m'en sortir. Non, 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 je ne vais pas m'en sortir comme ça. Donc, de la méthode, et parmi les méthodes, ce fameux renouveau de la planification. Et donc, alors, quand on dit renouveau, ben, c'est déjà un moyen d'atteindre ces objectifs. C'est un moyen aussi de le partager avec les populations et avec les opérateurs, parce que toutes ces transformations, on sait qu'elles sont aussi génératrices d'opposition, de friction, de discussion dans le débat public ou avec des acteurs économiques ou associatifs, etc. Planifier, c'est aussi montrer ce qu'on imagine pour demain, éventuellement co-montrer, co-construire, et donc c'est aussi favoriser l'acceptabilité. Et donc, dans ce renouveau de la planification, on a des outils. Alors là, maintenant, je veux dire, on sort un peu la grosse artillerie. Il y a des outils de simulation, il y a tout un tas de méthodes, j'en ai cité quelques-unes. On a la question des collaborations inter, etc. Et puis on a la question des jumeaux numériques aussi, qui est quand même pas mal en train de s'imposer. Alors voilà, donc quelques outils transversaux pour la planification bas carbone. Donc vous voyez, donc là, pardonnez-moi, hein, donc je cite là un guide qui a été élaboré je voyais SNCF juste à côté, je me demandais, mais c'est le fond de. Je me disais, il ne me semblait pas qu'on avait mis la SNCF dans le guide ADEME, là, mais donc ce fameux guide sur la planification urbaine bas carbone avec lequel on a collaboré avec la SNCF, plus des outils de simulation, plus des outils sectoriels bas carbone sur la mobilité, etc. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a un outil qui permet de simuler pour différents scénarios d'urbanisation combien chaque scénario émet de gaz à effet de serre? Ça, c'est l'outil G-sur-Bas qui est là en haut. On a un outil Climurba qui s'adresse à des élus, aussi à des techniciens, qui est plutôt intelligent. Lui, il ne fait pas de calcul, mais lui manipule des leviers. Il dit, bon, ben voilà, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu as envie pour ton territoire? Est-ce que tu as envie de limiter l'usage des sols? Est-ce que tu as envie de développer plus d'énergie renouvelable ou de taxer sur l'isolation des bâtiments publics, etc. Donc, des leviers, je vais m'arrêter là, hein, parce qu'il y en a 300. Hein. Voilà, et donc ils sont présentés de façon assez pédagogique à l'élu. Et puis, dernier outil, là qu'on vient de sortir avec nos collègues de l'IGN, le portail cartographique des énergies renouvelables, qui est vraiment un super truc, avec une communauté d'entraide aussi sur Expertise Territoire, qui permet de planifier, j'étais dans le chapitre planification, hein, de planifier le développement des énergies renouvelables à l'échelle du territoire, dans un mode de fer ascendant, bottom-up, donc, puisque ce sont les communes qui ont l'initiative. Et puis donc, pour terminer, parce que j'ai commencé sur une note quand même un peu sombre, on parlait de mortalité, etc., de problèmes économiques, une note optimiste, moi j'aime beaucoup cette citation, c'est grâce à la pression que l'on obtient des diamants. Là, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que ce changement climatique nous soumet à une pression relativement forte, que ce soit pour nous y adapter ou pour l'atténuer. Et donc, on peut tous espérer que face à la pression, tout notre génie, notre inventivité, notre créativité se mobilisent pour trouver les solutions qui vont bien. Merci à vous. Merci. Peut-être on pourrait continuer directement avec les différents outils, notamment ceux qui ont été développés sur le territoire Val de Fontenay, pardon, Val de Fontenay, et puis revenir sur peut-être des questions plus à la fin des deux, si ça vous va. Oui, très bien. Bon, bah, si ça va aussi à la salle, on va faire comme on va obéir. Un grand merci à tous d'être là et d'être venus nous écouter dans un premier temps, puis échanger avec nous dans un second temps. Et on est très heureux de prendre la suite de ce premier exposé parce que alors on est dans la continuité, peut-être dans la mise en œuvre d'une partie des solutions. En tout cas, on s'y astreint, on essaye.
même si on va vous faire part d'un certain nombre de difficultés que nous rencontrons. Donc ce ne sera pas forcément tout rose dans l'exposé non plus, mais c'est la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Un exposé à deux voix pour vous, François Perron, qui est cofondateur du BET ZEFCO, que certains d'entre vous connaissent ici, j'imagine, et puis moi-même, François Bourvic, qui suis le directeur général de la SPL Marne-au-Bois, qui œuvre du côté de Val-de-Fontenay, dans le Val-de-Marne, à l'est de Paris. Avant de rentrer dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est vraiment de vous parler de cette question de la mise en œuvre d'une stratégie de décarbonation à l'échelle d'une opération d'aménagement, je vais vous dire quelques mots de cet exemple que nous allons utiliser pour vous, qui est Val-de-Fontenay, en vous donnant quelques mots de cette opération. Alors, pas tant pour la décrire par le menu et dans le détail, ce ne serait pas forcément très intéressant aujourd'hui dans notre propos, mais avant d'utiliser un exemple, c'est toujours bien de le contextualiser un petit peu. Et donc, je vous dis quelques mots rapidement de ce qu'est Val-de-Fontenay, afin que vous ayez ce décor bien planté pour le reste de notre exposé de cet après-midi. Donc, Val-de-Fontenay, on est à l'est de Paris, à quelques kilomètres du boulevard périphérique, juste derrière Montreuil. Le bois de Vincennes est à 800 mètres de notre zone, et elle se caractérise par le petit point rouge que vous avez au milieu, qui est le RER de Val-de-Fontenay, avec le RER A, le RER E, le tramway T1 qui arrive d'ici la fin de la décennie, un pôle de bus important, le Grand Paris Express qui met aussi une gare à l'horizon 2030. Donc un hub de mobilité extrêmement important qui va nous faire passer de 100 000 voyageurs jour environ aujourd'hui à plus de 180 000 demain à l'horizon 2030. Donc un hub de mobilité qui s'accompagne d'un pôle tertiaire le plus grand de l'Est parisien, avec plus de 40 000 emplois aujourd'hui, des grands noms comme la Société Générale, la RATP, la BNP, Malakoff Humanif, dont on a des grands utilisateurs. Et juste devant notre pôle tertiaire, un grand ensemble avec près de 6 000 logements dans une ZUP qui a été aménagée à partir du milieu des années 60. Donc on a ce contexte urbain, comme vous le voyez sur l'image, d'ores et déjà 100% urbanisé. Et l'opération que nous avons aujourd'hui à mener, elle est à 100% en renouvellement urbain. Alors pas au sens en rue du terme, puisqu'on ne va pas toucher le grand ensemble, mais on est quand même sur un territoire qui est à 100% aujourd'hui bâti, construit avec une autoroute, de voies ferrées, 300 000 m² déjà développés. Donc voilà, une zone qui a fait l'objet d'une urbanisation très intense dans les 60 dernières années, que nous allons retravailler, que nous avons pour mission de totalement réinventer dans les 15 années à venir. Présentation rapide, parce que ce n'est pas l'essentiel du propos. Ce que je voulais vous donner à sentir aujourd'hui, c'est trois choses. Premièrement, c'est qu'on est face à un grand projet situé dans l'agglomération parisienne, mais un très grand projet qui nous a posé dès 2018 une question fondamentale pour nous, mais qui est directement liée à votre propos. Est-ce qu'on va chercher l'adaptation ou est-ce qu'on va chercher l'atténuation ? On est face à quelque chose qui va développer à l'horizon 2035 600 000 m². C'est pas mal. Est-ce qu'on va chercher l'adaptation à ce changement climatique qui arrive ou l'atténuation ? Question qui était très clairement posée et assez claire dans notre esprit il y a maintenant 5 ans. La deuxième chose que ça pose, et on va le revoir tout à l'heure, c'est que nous avons des atouts extrêmement importants pour parvenir à ce choix que nous avons essayé de faire, qui était celui de l'atténuation à travers notre projet, avec notamment ce pôle de desserte qui est considérable. 2 RER, un tramway, etc. C'est assez remarquable. En tout cas, on est très content d'avoir ces atouts-là pour affronter le défi de l'atténuation. Le troisième point, c'est que nous avions dès le départ, dès 2017-2018, une convergence totale, un alignement total de la volonté politique, à travers notamment le maire de Fontenay-sous-Bois, Jean-Philippe Gautret, l'aménageur que nous représentons, donc la SPL, et notre maîtrise d'œuvre, pour aller chercher cette possibilité d'atténuer totalement l'impact de notre projet, afin de s'inscrire dans la trajectoire des accords de Paris, et plutôt dans une version, les trajectoires en bleu que nous avions tout à l'heure sur le schéma, et pas forcément la trajectoire en jaune, qui pour nous pose d'ores et déjà des problèmes. Donc un alignement de départ, une vraie volonté politique de soutenir cette démarche-là dès 2017-2018, donc avec des élus qui étaient déjà intéressés et un tout petit peu instruits sur ces défis. Et donc, j'ai planté le décor, et après avoir planté le décor, on s'est retourné vers la maîtrise d'œuvre, donc notamment ZEFCO, qui faisait partie de notre maîtrise d'œuvre. Mais comment on fait ? Alors, pour le coup, effectivement,
il y avait une vision déjà de base qui était partagée. On savait qu'il y avait une nécessité de répondre aux deux enjeux, parce qu'on insiste sur ces deux enjeux, mais c'est bien l'atténuation et l'adaptation. Et on insiste aussi sur la hiérarchie entre les deux. On a pris le sujet de l'atténuation en premier parce qu'il faut vraiment éviter l'ingérable, comme c'était énoncé tout à l'heure sur le graphique du CEREMA. Et donc, on met bien cet enjeu en avant, et c'est celui qu'on va vous présenter. Mais le travail au global, on travaille sur les deux sujets. Donc, le premier pas, ça a été de construire une vision commune, à savoir, OK, on veut atténuer, on veut s'inscrire dans les accords de Paris. Comment on fait? Est-ce qu'on partage tous l'objectif? Et donc, aujourd'hui, la neutralité carbone, c'est clairement l'élément essentiel pour pouvoir rester sous la trajectoire des 2 degrés. Et elle est transcrite d'un point de vue, c'est transcrit dans la loi à travers les SNBC. Et donc ça, c'est important aussi de le rappeler, c'est-à-dire que c'est pas un choix qu'on a devant nous, hein, c'est pas une option à prendre, c'est aujourd'hui écrit dans la loi, et donc les politiques publiques doivent s'en saisir aussi. Donc une fois qu'on avait le cap qui était fixé, la question qui se pose, c'est quelle est la contribution de Val-de-Fontenay à la stratégie nationale bas carbone. Aujourd'hui, on a des outils qui sont assez clairs hein, sur les trajectoires qui nous sont donnés, c'est-à-dire que la stratégie nationale bas carbone nous donne les réductions par filière, par poste qu'on doit atteindre pour pouvoir tenir la neutralité. Maintenant, qu'est-ce que ça dit et comment on l'opérationnalise sur le territoire de Val-de-Fontenay. Donc ça a été la première des démarches qu'on a menées sur le projet. C'est-à-dire qu'en partant de la SNBC, en s'appuyant sur le plan climat-air-énergie territorial, enfin métropolitain, métropole du Grand Paris, en l'ajustant avec les données de la métropole par rapport aux données de Val-de-Fontenay, on arrivait à avoir une vision de ce que devait, de la contribution nécessaire de Val-de-Fontenay à l'atteinte des objectifs du PCAET et donc de la SNBC. Une fois qu'on avait fait ça, ça nous donne une boussole. Alors on a appelé boussole parce qu'il y a de l'incertitude hein, dans les chiffres qu'on manipule. Bien sûr, on l'assume. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner une valeur à la décimale près, mais plutôt de donner une orientation et surtout un outil qui est compréhensible et dont tout le monde peut se saisir autour de la table sur le projet. Donc, cette boussole, elle adresse 5 grandes thématiques. La construction, l'énergie, bien sûr. La mobilité, qui est en fait un des principaux postes d'émission. La question de l'alimentation et la question de la consommation de manière plus large. Il a été fait le choix, au final, dans cette boussole, sur des sujets qui n'allaient pas évoluer d'ici à 2050, donc notamment la construction et l'énergie, de tout de suite viser les objectifs qui ont été donnés à 2050. Par contre, sur les sujets où il y a un changement de fond, un changement de société qui est à amorcer, c'est-à-dire la consommation, la mobilité, l'alimentation, on a plutôt cherché à avoir un intermédiaire et à se donner les moyens aussi derrière les dispositions pour pouvoir atteindre les objectifs à 2050. Mais par contre, on ne se contraint pas tout de suite parce que ça nécessite un changement de société derrière. Et donc, ça nous donne la boussole. Donc, on voit que les grosses réductions, elles sont, je ne sais pas si c'est très lisible, mais sur la partie énergie et sur la partie construction, c'est là où on met le plus d'efforts parce que c'est ce qu'on maîtrise complètement dans l'acte d'aménager. La mobilité, il y a un effort aussi qui est fait dessus parce que c'est un des postes qui doit le plus se décarboner pour pouvoir atteindre la neutralité. Et ensuite, les autres, on les laisse un petit peu respirer. Et une fois qu'on avait fixé cette boussole, ce cap, cet objectif, on savait aussi qu'on avait un petit peu de chance à Val-de-Fontenay parce qu'on s'appuie sur 3 gros atouts. François vient de le dire, hein, un parc immobilier déjà présent, donc une capacité à rénover aussi, un réseau de chaleur qui va être très performant à terme, et enfin un nœud de transport à disposition. Aujourd'hui, toute la concession est à moins de, je crois, 500 ou 800 mètres du nœud de transport. Donc ça, c'est vraiment des atouts pour le projet et pour l'atteinte de nos objectifs. Et pour le coup, ça, c'était la partie bien. Maintenant, on rentre une fois que ce programme, ce trajet, ce cap a été fixé, la question se pose, comment on le rend possible et qu'est-ce que ça nécessite aussi comme changement dans l'acte d'aménager. Et donc là, pour le coup, je te repasse la main. Pour être totalement franc, lorsqu'on a eu
Donc là, c'est la partie des atouts. Effectivement, on s'est dit, et on avait cette intuition au départ, on est bien loti pour y arriver et être dans la trajectoire des accords de Paris, décarboné à l'horizon 2035, parce qu'on a nos 2 RER, nos bâtiments, etc. Et en fait, assez vite, dans les premières séances de travail, on a mesuré, et je vais essayer de vous donner à travers deux aspects, la difficulté d'y arriver malgré tous nos atouts. Et donc je vais essayer d'être totalement honnête avec vous à travers deux sujets principaux qui sont la gouvernance et le bilan. Qui décide et qui paye? Ces 2 petits aspects, pas si petits que ça, mais ce ne sont que 2 aspects de nos conditions nécessaires pour arriver au but qui est 2030-2035, un territoire qui soit compatible avec la trajectoire des accords de Paris, moins de 3,6 tonnes de CO2 par habitant, mais là je suis moins spécialiste que toi sur le sujet. Néanmoins, pour y arriver, qui décide et qui paye? Et dans l'acte d'aménager, il y a certainement des aménageurs dans la salle, vous savez que c'est assez quand même important de se poser ces questions-là. Et là, on a tout de suite vu que ce n'était pas si simple. Premièrement, on a une gouvernance que je vous ai simplifiée parce que je suis sympa, mais enfin qui reste compliquée et qui reste très très compliquée avec, et je vous ai fait grâce de l'échelon départemental, je l'ai peut-être juste cité, régional, métropolitain. Voilà, je suis resté quand même dans quelque chose qui est assez lisible, qui est juste mon concédant et la ville, donc le territoire et la ville. Le fait qu'on ait quand même 2 outils pour gérer l'énergie et l'aménagement, et que tout ça, on a l'avantage que ce soit quand même avec une unicité de direction. Mais face à une telle difficulté de gouvernance, comment est-ce qu'on peut s'assurer que sur les 15 ans de projet, on ne dévie pas? On ne dévie pas de ce cap qui nous est fixé par la boussole, qui va s'exprimer ensuite en données chiffrées. Par exemple, pour donner un exemple très simple, il ne faut pas que nous démolissions plus de 40% des actifs existants si on voulait être neutre carbone. On n'a pas le droit de démolir plus de 40% des existants. Sinon, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne sera pas dans la trajectoire des accords de Paris. Comment est-ce qu'on s'assure sur 15 ans avec une gouvernance pareille que cet objectif de ne pas démolir plus de 40% soit maintenu et sans lequel on pourra faire tous les calculs qu'on veut avec les meilleures boîtes à calcul et les meilleures calculatrices, ça ne peut pas fonctionner mathématiquement et arithmétiquement. On a une chance ici à Val-de-Fontenay, c'est que l'énergie, donc la régie de chauffage et l'aménageur fonctionnent totalement ensemble. C'est le même président, anecdotiquement c'est le même directeur général puisque je dirige les 2. Donc on est totalement convergents sur les 2 stratégies. Ça veut dire que l'aménageur sait qu'il ne doit pas démolir plus de 40% des bâtiments. La régie de chauffage urbain sait qu'elle doit passer à 90% d'ENR pour y arriver. On est aujourd'hui à 35%, ce qui n'est pas si mal en biomasse, mais demain, c'est 90% à l'horizon 2028, si on veut y arriver. Là encore, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans d'autres territoires, parce qu'on ne va pas parler que de notre petit Chabelle, qu'est-ce qui, dans d'autres territoires, permet de s'assurer qu'on ait bien un réseau de chaleur qui vise les 90% de NR avant 2030 et un aménageur qui a bien tout calculé pour être sûr d'avoir le seuil de bascule non-démolition pour être neutre carbone à l'horizon 2030 aussi. Dans une gouvernance, encore une fois, où les acteurs publics, on a l'avantage d'avoir un maire qui a envie de suivre ces sujets-là, qui est très volontaire, qui a envie de s'y former. Est-ce que c'est le cas sur toutes les autres instances de la gouvernance? Et on est obligé de tenir compte de cela. Le deuxième aspect complexe que nous avons à prendre en considération, c'est celui du bilan. Alors, comme on est, je pense, tous des professionnels dans la salle, je vous ai mis les vrais chiffres. Et comme ils sont publics, de toute façon, ils sont publiés, c'est une concession publique d'aménagement. Vous allez sur Internet, il y a les délibérations. Vous retrouverez ces chiffres-là, ils datent de 2018. Donc, on ne va pas en faire une analyse détaillée. Je voudrais juste faire remarquer 2-3 choses sur ce petit bilan de Val-de-Fontenay. Donc, c'est l'opération. On est en cas euro, hein, donc ce sont 291 millions globalement de bilan sur les 15 ans à venir. 2-3 remarques. La première remarque, ce sont des chiffres qui datent de 2018, donc avant la boussole. Ce sera important sur ce que je dirai dans 2 secondes. Donc, ça n'intègre pas la trajectoire carbone. Parce que tous les bilans d'aménagement que j'ai appris à faire, moi, depuis 20 ans, on n'intègre pas le carbone dedans. On fait notre job d'aménageur. On achète des terrains, on les vend, on les dépollue, on les démolit, mais on n'intègre pas l'impact carbone. Ça, c'est le premier point qui est très important. La deuxième chose, c'est qu'on ne prend pas en considération dans ce bilan tout ce qui permet d'être réellement neutre. Et notamment, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, les 90% de NR cible pour ma régie du chauffage urbain.
Et ça, c'est les plus 40 millions que je vous ai rajoutés à côté, qui ne sont pas dans le bilan d'aménagement. Mais si on n'a pas l'impact énergie à 90% de ENR, on peut faire ce qu'on veut. On ne sera toujours pas dans les accords de Paris. Donc le bilan qui est celui de la concession, mon bilan d'aménagement, il n'est pas totalement net du point de vue de la trajectoire carbone. Et je n'ai pas du tout impacté dans celui-là, dans ce bilan-là, l'importance, par exemple, d'une gare comme celle du Grand Paris Express, la N15, qui a un impact alors qui a un coût carbone pour sa production, mais en termes d'amélioration des transports en commun est très important, mais qui pèse, en tout cas la totalité du pôle intermodal de Val-de-Fontenay pèse aux alentours de 300 millions aussi. Donc, si je devais réintégrer la totalité de ce coût de la trajectoire carbone dans mon bilan, on voit le montant d'investissement nécessaire pour y parvenir. Et il nous semble très important, pour les acteurs de l'aménagement que nous sommes, d'essayer d'avoir ce bilan complet, en tout cas en tête, et certainement aussi sous les yeux pour pouvoir le produire à nos élus, à notre gouvernance, comme je disais juste avant. Parce que si on n'a pas cette dimension-là en tête, on oublie forcément une partie de l'effort à faire, et ça ne peut pas marcher. Je disais que ça n'intègre pas le trajectoire carbone parce que ça oublie des coûts. Par exemple, le chauffage urbain à 40 millions d'euros pour faire sa transition vers des ENR à 90%. Ça n'intègre pas aussi des non-values en recettes. C'est-à-dire que tout ce que nous subissons aujourd'hui, indépendamment de la crise, c'est que notre volonté de ne pas démolir, par exemple, a un impact extrêmement fort sur les recettes de l'opération d'aménagement. Parce que c'est moins de mètres carrés à développer. Quand on démolit pour reconstruire, on fait toujours le double. Donc là, on va en faire moins. Quand on passe de bureau à logement, on a une déperdition de 10-15%. Je ne suis pas architecte, il y en a certainement dans la salle. 10-15% de surface de plancher en moins, parce qu'il faut faire des circulations verticales, parce que c'est trop profond, etc., etc. Et si j'avais des investisseurs dans la salle, ils sauraient très bien me dire qu'un bâtiment bureau neuf et un bâtiment de bureau réhabilité, il y a 30% de valeur locative en moins. Donc j'ai une déperdition de toute façon de mes recettes en charge foncière que je dois prendre en considération dans mon bilan. On est en train de finir de consolider tout ça. Et le prochain bilan que je proposerai en avenant à ma gouvernance de tout à l'heure, il n'aura pas du tout la même tronche. Parce qu'il va réintégrer des coûts que je n'avais pas mis et des moins-values que je n'avais pas mis. Il était équilibré, il ne le sera plus du tout. Je n'ai que 10 millions d'euros de participation. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là de bilan pour les aménageurs que nous sommes, si on regarde les choses de façon très, très franche et très honnête, ce que j'essaie de faire devant vous aujourd'hui? 3 pistes, juste pour ne pas rester totalement dans le fatalisme, parce qu'il ne faut certainement pas se dire que c'est perdu d'avance. La première chose, c'est qu'il y a un coût du foncier à maîtriser. Le coût du foncier doit prendre en considération, c'est-à-dire que le foncier que nous achetons, nous aménageurs, ou que nous faisons acheter par un promoteur, bailleur, qui vous voulez, pour le transformer, ce foncier-là, il doit intégrer cette variable carbone. Il ne peut plus être aussi cher, parce que sinon on n'arrivera pas à le transformer. La deuxième chose, c'est que nous devons redéfinir pour le bilan d'aménagement la charge foncière que nous vendons. C'est des droits à construire. Si on construit pas, si on construit plus que 40% de ce qu'on fait, le reste c'est de la réhab. Qu'est-ce qu'on vend? Donc est-ce qu'on peut passer d'un droit à construire à un droit à réhabiliter? Aujourd'hui, mes investisseurs dans la plaque, ils sont pas tout à fait d'accord. Hein. Est-ce qu'il faut moduler la charge foncière en fonction de celui qui est le plus vertueux du point de vue carbone? Ce sont des pistes qui sont aujourd'hui pas matures, mais qu'on est obligé d'affronter. Et je rejoins l'exposé précédent, avant 2030, dans les 7 ans, si on veut avoir les leviers pour faire pour de vrai. Le troisième point, c'est qu'il faut redonner des moyens d'investissement à la puissance publique, parce qu'avec mes 10 millions de participation publique à l'opération, jamais de la vie on sera au niveau des investissements nécessaires pour y arriver. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'état de la santé des finances publiques, même locales, et on sait que là aussi, le défi est très grand. Comme on ne veut pas, encore une fois, être fataliste, on connaît nos leviers sur le bilan, on s'est dit aussi qu'il fallait aller un coup plus loin tout de suite, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre 2030, encore une fois. Et donc comment est-ce qu'on peut essayer d'être actif avec tous ces éléments-là en tête pour aller chercher cette trajectoire de décarbonation de Val-de-Fontenay dans les 5 ans, 6 ans, 7 ans à venir? Pour le coup, ça nous a amené un peu ces questionnements-là sur comment résoudre cette équation entre atteinte respect des accords de Paris et inscription du projet dans la CNBC et problématique de bilan d'aménagement. Ça nous a amené à aller plus loin. Donc on a eu la chance d'être lauréat des démonstrateurs de la ville durable en novembre 21, je crois. Et
sur la nécessité un peu d'intégrer dans cette boussole carbone, ce qu'on appelait la boussole carbone, hein, la question financière. Et pour nous, avec un arbitrage qui était autour de la valeur tutélaire. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la valeur tutélaire, mais c'est une valeur qui est donnée à la tonne carbone, qui évolue en fonction des années et qui augmente en fonction des années et qui définit en fait un seuil en dessous duquel l'action carbone doit être prise ou non par les politiques publiques. Donc c'est une valeur qui évolue toute l'année et il y a un coût, il y a une formule de calcul du coût d'abattement par rapport à la valeur tutélaire qui est longue comme mon bras, mais qu'on a intégré un peu dans le calcul. Donc cette boussole carbone aujourd'hui, elle intègre le bilan d'aménagement. Elle intègre les données carbone du projet et on peut la moduler et on commence à avoir des coûts d'abattement de la tonne carbone en fonction des dispositions qu'on prend. Alors il y a des impacts carbone qui sont négatifs en 2023 qui ne le sont plus en 2028. Donc ça, il faut aussi avoir ça en tête, c'est-à-dire que des décisions qu'on prend aujourd'hui dans le cadre d'un projet urbain qui vont avoir un effet en 2028, il faut avoir cette capacité d'anticipation parce que les données ne seront pas les mêmes. Ça, c'est un premier point. Puis il y a des valeurs qui sont positives, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs où on économise de l'argent tout en économisant du carbone, notamment autour de la question des parkings. C'est-à-dire que moins on fait de parking, moins il y a de voitures, moins il y a de carbone, et moins ça coûte cher de faire des infrastructures. Donc la question de la mobilité prend un rôle assez important là-dessus. Pour le coup, ce DVD, cette boussole carbone, elle nous a permis aussi de développer 3 grandes innovations. Tu me complètes, hein, François, si... donc maximisation des rénovations, on l'a dit, on est passé de 0 dans le plan guide initial. On n'avait pas de rénovation. Aujourd'hui, on est de l'ordre entre 35 et 40%. Là, on vous montre l'impact sur un secteur. Alors, c'est pas sur l'ensemble de la concession. Hein, ça, c'est sur un secteur de la concession où en fait, on a 30% de démolition reconstruction, 70% de rénovation. Par contre, en termes d'impact carbone, la rénovation émet moins de carbone que les 30% de démolition reconstruction. Donc c'est un premier vrai levier sur lequel il faut travailler. De toute façon, aujourd'hui, toutes les feuilles de route, que ce soit construction ou aménagement, disent qu'il faut quand même travailler sur ce qui est déjà construit, sinon on n'y arrivera pas. Le deuxième, c'est le réemploi, c'est-à-dire qu'on va avoir des démolitions, quelques-unes, on va avoir des rénovations qui vont aussi générer de la matière à réemployer. Et donc il y a une plateforme de réemploi qui a été mise en place à l'échelle de la concession pour essayer justement de valoriser ces éléments-là. Et enfin, la dernière innovation qui est lancée à travers le DVD, c'est la question des stationnements. En fait, vu le poids de la mobilité dans le bilan carbone, vu l'intérêt qu'on a à aller vers des solutions qui font bouger la mobilité, vu l'atout de Val-de-Fontenay avec son nœud de transport qui est conséquent, il y avait forcément quelque chose à faire sur les stationnements. Et aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de construire moins de stationnements dans les opérations neuves et d'utiliser aussi le parc existant qui est sous-utilisé. On a identifié, je crois, quelque chose comme 600 places de parking non utilisées. Et donc de réutiliser ces places-là pour minimiser l'infrastructure. Et derrière, tout en respectant le PLU et le nombre de places qui doivent être construites. Et maintenant, il y a un travail aussi sur lequel on continue d'avancer sur la réduction des seuils de voitures dans les opérations. Le mot de la fin. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on est ravis de répondre. Merci, messieurs. Des questions, des remarques, des réactions peut-être? Bonjour. Donc, sur le dernier sujet, la mutualisation du stationnement existant, vous pouvez pas nous en raconter un petit peu plus? Parce qu'en fait, à organiser, c'est très compliqué. Comment vous vous y prenez? Qui étaient les propriétaires? Ce sont des propriétaires privés qui ont du stationnement. Et comment vous respectez ce que vous dites, les règles du PLU? Parce que vous avez affecté des places de stationnement existants à des nouveaux droits à construire. Alors, je donne une partie de la réponse et puis je te laisse compléter. Exactement. Non, c'est extrêmement compliqué
pour de vrai, parce que l'essentiel. Alors, on a deux types de grands propriétaires de places de parking sur le secteur, des propriétaires de bureaux. Et là, on a des nappes entières de parking disponibles, pas seulement en soirée, mais aussi en journée, puisqu'on a l'avantage d'avoir un niveau de venue sur site en transport en commun très fort. Et puis, la deuxième partie, c'est le centre commercial, qui lui aussi n'a pas une utilisation de ses places de parking toute l'année et toute la journée, ça c'est clair. Ces deux gros réservoirs de parking, on est en négociation avec eux en permanence. Sur un projet, on y arrive parce que les nouveaux programmes que nous allons mettre dans les bâtiments rénovés ne font pas appel à des besoins de parking spécifiques du point de vue de l'utilisateur. Parce que le transport en commun, il va bien. Et donc, ça nous a permis de récupérer les places qui étaient ceux du bureau avant pour les redonner au centre commercial et supprimer des places du centre commercial. Donc là, on arrive à mutualiser parce qu'au départ, on a un nouvel utilisateur ou un nouvel type d'utilisation qui a moins besoin de parking que celui visé par les utilisateurs. Là, on a plus de mal à aller au bout de la discussion. C'est lorsque nous avons, notamment dans le parc tertiaire, des utilisateurs bureaux qui veulent avoir leur parking en dessous parce qu'ils considèrent, et peut-être à juste titre, je ne suis pas dans le jugement, que pour avoir des locataires dans le bureau, il faut qu'il y ait des parkings en dessous. Et que pour que ces parkings soient sécurisés, il ne faut surtout pas mutualiser avec des gens de l'extérieur. Et en plus, du point de vue ERP, tout ça, c'est quand même c'est un peu plus contraignant, il faut l'avouer. Et là, on a des discussions avec les propriétaires des bureaux pour leur dire qu'ils ont peut-être, y compris un intérêt économique à louer ces places. Il faut faire quelques travaux pour avoir des sorties directes sur l'espace public, mais qui pourraient louer ou relouer la même place une deuxième fois en mutualisant et en foisonnant avec le programme d'à côté que nous allons construire et en réservant des places au moment du permis de construire. Cette négo-là est plus dure parce que, et la tension est telle sur le marché du bureau aujourd'hui à Paris, que rares sont les propriétaires de bureaux qui se disent je vais pénaliser ma commercialisation en me supprimant des places de parking réservées à mon locataire futur. Mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui de porter cette discussion parce qu'il y a des places qui sont inoccupées et qui resteront inoccupées même par le nouvel utilisateur. Et peut-être juste pour compléter, plutôt sur l'aspect prospectif aussi, c'est que ça a été dit dans la première présentation, si on veut tenir les objectifs, on est obligé de revoir notre façon de se déplacer. Je crois c'est 30% c'est 30% de baisse des kilomètres parcourus, c'est plus 400% en mobilité active, c'est plus 200% en mobilité transport en commun. Donc dans tous les cas, la place du stationnement, elle doit bouger et elle doit évoluer. Le nombre de stationnements par place de bureau ou par logement doit évoluer. La problématique, c'est que en fait, quand on fait de l'aménagement et de la maîtrise d'œuvre urbaine, en fait, on prend des décisions qui vont avoir un impact, un premier impact dans 10 ans. Donc, il faut avoir cette capacité d'anticipation et ensuite qui vont avoir un impact pendant les 50, 100 prochaines années. Donc, en fait, il y a ce besoin quand même d'anticiper et de trouver des solutions pour justement pallier et peut-être juste réussir cette phase de transition. Et l'exemple du parking et de la discussion qu'on a avec les propriétaires privés là-dessus est assez intéressante. Un tout petit mot parce qu'il reste plus beaucoup de temps. En complément, parce que ça fait le lien aussi avec la gouvernance. Aujourd'hui, on a 2 ans d'élections municipales. Lorsqu'il faut instruire un permis de construire, on dit au maire, on va passer à 0,1 ou 0,2 places de parking par logement, par mètre carré de bureau. Le maire me dit d'accord, mais enfin moi, il faut quand même que je sois réélu dans 2 ans. Donc je caricature, mais même malgré tout, il l'a dit, donc il pourrait l'assumer aussi. Je ne peux pas aujourd'hui aller dire aux habitants de la ville qu'il n'y aura pas de parking dans le nouveau programme. Ce n'est pas acceptable. Or, nous, on sait que la décision, quand même, elle a un effet à 2028-2030 et qu'il faut quand même qu'ils la prennent. Là-dessus, l'alignement de la gouvernance sur les objectifs est absolument fondamental. Si on ne l'a pas, on ne sait pas aller, du point de vue, par exemple, réglementaire, baisser le nombre de parkings dans le PLU. On a le temps encore jusqu'à 15. Encore une question. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur votre boussole, en fait, qui est votre prospective, pour pouvoir donc améliorer votre bilan carbone. Autant il est facile entre guillemets, de pouvoir mesurer tout ce qui se passe dans les bâtiments avec les RE 20, 25, 28, etc. Comment peut-on agir sur l'alimentation, les déplacements? Comment vous pouvez mesurer ces progrès et cette avancée pour justement diminuer cette empreinte carbone?
Ouais, effectivement, on a une maîtrise on va dire, qui est assez forte sur la construction de l'énergie. Elle l'est un peu moins sur la mobilité, même si on a des leviers. Des leviers à la fois sur le nombre de places de stationnement voiture, sur la disposition des locaux vélos, sur les parcours aussi dans la ville. Donc ça, c'est des vrais leviers. Et ça peut se calculer en termes de, même si c'est un peu prospectif, en termes de part modale. Sur l'alimentation, sur la consommation, c'est plutôt des ajouts, des apports qualitatifs qu'on est en train de faire, notamment sur la programmation des rez-de-chaussée, sur la taille des cellules de rez-de-chaussée, sur le portage des cellules commerciales, sur le type de commerce qui vont pouvoir venir aussi à la fin, et qui nous permettent d'avoir, on sait, un impact sur ces postes-là, et par contre, effectivement, on ne le mesure pas sur ces deux postes-là. On met en place les actions. Pour Monsieur Soulage. Oui, donc j'avais une ou deux questions. Donc c'est très, très intéressant votre démarche. Donc vous avez fait le choix de la boussole carbone. Du coup, comment vous intégrez les aspects adaptation dans le sujet, d'autant plus que vous libérez des surfaces. Hein, vous l'avez expliqué. Ma deuxième question, c'était par rapport au coût de l'inaction. Donc vous dites tout ça coûte plus cher, etc. Mais on sait, on a des études notamment qui ont été publiées, qui montrent que ne rien faire nous coûtera beaucoup plus cher. Donc est-ce qu'on trouve aujourd'hui des endroits où un discours sur le ne rien faire coûte cher trouve à être entendu dans les milieux d'affaires, pourrait-on dire? Et puis mon dernier sujet, c'est vous avez beaucoup de surface. Est-ce que vous avez intégré le fait que, en produisant des énergies renouvelables, vous pouvez aussi contribuer à avoir un peu de business et d'autoconsommation, de réduction des consommations d'énergie et de revente aussi d'énergie? Bon, ça fait trois questions. Sur la partie atténuation, on a un travail qui est fait à la fois sur les espaces publics et sur la création d'un parc au sein de la concession, et sur un travail sur la végétalisation qu'on fait avec Coloco et TVK, qui sont les membres de la maîtrise d'œuvre urbaine, qui nous permet d'attaquer un petit peu et d'adresser ces sujets-là. Peut-être que François, tu sur la question sur notamment la partie le coût de l'inaction. Qui n'est pas quelque chose de simple aussi à mesurer. Nous, on s'est placé du point de vue, mais ce que disait François tout à l'heure, c'est on n'a pas le choix. Parce que dans la loi, de toute façon, il faut nul n'est censé ignorer la loi, je le sais maintenant. Donc, il faut qu'on s'inscrive dedans. Et donc, on doit absolument affronter ce défi-là. Aujourd'hui, ce que nous devons trouver, et ce qui reste encore devant nous, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de maturité des modèles de bilan d'aménagement, mais peut-être aussi des modèles de bilan d'investissement et de promotion, c'est la manière non plus de les calculer le coût de l'inaction ou le surcoût de tout ce qu'on peut produire de vertueux, mais plutôt la création de valeur que nous pouvons avoir avec ça. Et ce modèle-là, aujourd'hui, il est loin d'être mature. On a des pistes réelles, ce que François nous expliquait tout à l'heure sur la modulation, par exemple de la charge foncière ou du droit à construire ou du droit à réhabiliter en fonction de l'écart ou du rapprochement de la valeur tutélaire, du coût du carbone. Il y a peut-être d'autres leviers, notamment sur la durée de détention des actifs, sur la modalité de détention de ces actifs-là, etc., qui nous permettent de non plus aller chercher la valeur, le coût de l'inaction, mais plutôt la valeur générée par nos actions vertueuses. Voilà, ça reste, mais c'est un des pans entiers de la boussole. Et juste parce que la première approche qu'on avait, c'était de calculer ce coût de l'inaction, c'est-à-dire d'équilibrer le bilan avec le coût de l'inaction. L'idée est parfaite, parce qu'en fait, à un moment, il y a une démonstration qui est implacable. Le problème, c'est que les chiffres sont très difficiles à trouver, et surtout très difficiles on a du mal à nommer un responsable de l'inaction. Et donc, dans un moment où on est aussi dans une certaine forme de négociation avec plusieurs acteurs, il était un petit peu difficile de faire rentrer ce poids-là. Et puis la donnée était aussi peut-être un peu moins facile à discréditer en fonction des postes. Donc, mais effectivement, il faut qu'on réussisse à faire ça. C'est-à-dire que si on ne donne pas un coût, une valeur à la désimperméabilisation, à la rénovation, au coût du carbone, clairement, on n'y arrivera pas. Et le dernier point, c'était sur la production d'énergie renouvelable.
Là, on a eu un. Alors, il faut. On travaille dessus. On sait on impose des objectifs qui sont assez forts sur la rénovation dans un marché, dans le marché de Val-de-Fontenay, donc avec des coûts de construction qui sont importants. Donc, on essaye de mesurer aussi un petit peu cet effort-là et la capacité qu'on a à surenchérir avec une production d'énergie renouvelable, notamment électrique, sur les bâtiments. On y réfléchit, mais encore une fois, le gros apport en termes de, enfin en tout cas, le gros atout qu'on a vis-à-vis de la décarbonation au niveau de l'énergie, c'est le RCU. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur la production d'énergie électrique, photovoltaïque, mais c'est juste que il y a un moment où on va peut-être cranter aussi et essayer de réussir cette première marche, parce qu'il est important aussi que la boussole, on prouve son efficacité et que on ait des premiers succès, peut-être pour pouvoir aller un peu plus loin aussi dans les années qui viennent. Merci. Peut-être une dernière petite question. On a encore 5 petites minutes. Moi, je voulais vous poser peut-être une petite question sur. On a beaucoup. Vous avez beaucoup échangé, développé sur la question de l'adaptation, l'atténuation, pardon. Et je voulais que vous reveniez peut-être un petit peu sur ce qu'on peut mettre en place, et ce qui est mis en place, et comment et pourquoi ça passe en second plan par rapport à la hiérarchisation des actions ou de la manière d'orienter la boussole que vous aviez décrit tout à l'heure, sur la notion d'adaptation, justement. Alors, je me risque à une réponse, mais sous contrôle et avec le droit de contradiction juste après. Il y a des choses qui nous semblaient plus faciles à faire accepter en adaptation, mais qui, si on ne mettait que celle-là en avant, risquaient, en tout cas dans notre rôle à nous, aménageurs, notamment d'aller négocier avec la gouvernance les orientations du projet, son bilan, etc., qui nous faisait prendre le risque d'oublier ou de passer sous silence des choses plus hardes, nécessaires, et qui sont plutôt de l'ordre de l'atténuation. Mes exemples sont peut-être mal choisis, donc j'y vais avec des grandes pincettes. Revégétaliser, désartificialiser le sol, qui pour chez nous, en tout cas à Val-de-Fontenay, 100% bitumé depuis 50 ans, est une mesure, à mon sens, d'atténuation pour éviter les zones de chaleur. Et donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus soutenable. Et on a fait l'expérience sur une zone que nous avons revégétalisée récemment, qui, lorsqu'il a fait très chaud au début septembre, là, il y a un petit mois, on avait quand même 3-4 degrés de moins, là où on avait revégétalisé et entre guillemets débitumé, que 5 mètres plus loin sous le cagnard. Donc cette extension de la zone renaturée ou revégétalisée dans le cœur du pôle tertiaire est pour moi quelque chose très attendu, très accepté et très, entre guillemets, facile à faire. En plus, on est sur l'espace public, donc c'est à nous de le décider et de le faire. Pour moi, mais peut-être que c'est déjà de l'atténuation selon certains critères, mais pour moi, c'était de l'adaptation. Entre guillemets, c'est facile. En revanche, de dire au maire, on va diminuer de 3 ou de 4, on va diviser par 4 le nombre de stationnements par logement. Là, c'est une mesure d'atténuation absolument nécessaire, mais beaucoup plus dure à aller chercher. Passer à 90% de ENR, le réseau de chauffage, c'est extrêmement dur, ne serait-ce que financièrement, à aller chercher. Et on a voulu, au démarrage de l'opération, vraiment mettre l'accent, faire le focus sur ce qui était pour nous fondamental, parce que c'était les grands leviers pour pouvoir être dans les trajectoires des efforts de Paris, qui ne nie pas tout ce qui était d'adaptation. De toute façon, ça se fait en cours de route, mais c'était presque plus facile à aller chercher. Donc on a mis l'effort sur ce qui était de l'atténuation. Mais c'est ma vision des choses qui est peut-être à corriger. Non, c'est sûr qu'il y a des choix plus difficiles dans l'atténuation. Nous, pourquoi on hiérarchise les deux, c'est que en fait, si on commence par l'atténuation, on s'adapte à quoi ? Et donc, parce qu'en fait, l'adaptation à 2 degrés ou à 4 degrés ou à 8 degrés, c'est pas du tout la même en fait. Et donc, aujourd'hui, si on priorise l'adaptation, on va mettre des moyens sur l'adaptation, de l'argent, hein, parce qu'il va falloir prendre des mesures financières.
et qui va mettre moins de moyens aussi, qui va permettre d'avoir moins de moyens pour l'atténuation, alors que c'est vraiment l'objectif, il est écrit. Encore une fois, il est dans la loi. C'est celui d'arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est de respecter la SNBC. Et la SNBC, elle parle vraiment d'atténuation. Et donc, il ne faut pas l'oublier qu'aujourd'hui, il faut agir sur les deux. Hein. On est d'accord et on ne met pas ça en cause. Et il y a des exemples qui ont été donnés dans la première présentation sur des solutions qui répondent aux deux, et il faut continuer à le faire. Mais aujourd'hui, légalement, on doit répondre à la neutralité carbone et donc on doit atténuer. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on le remet un petit peu en premier, parce qu'on parle de plus en plus d'adaptation, hein, vraiment les solutions fondées sur la nature, etc. mais ne pas oublier qu'il faut commencer par ralentir, atténuer avant tout. C'est vrai. Alors ça me permet de dire que dans le cadre de la prochaine, enfin de la première loi de programmation énergie-climat en France, là, qui est en cours de préparation, on aura dans la même loi la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie et, pour la première fois, le plan national d'adaptation au changement climatique qui sera aussi dans la loi. Donc comme ça, tous les pans seront couverts par des objectifs législatifs. Un grand merci à tous. Merci beaucoup.